Alors le thème choisi pour cette séance, c'est la question de l'héritage et de la justice intergénérationnelle. En effet, l'appartenance républicaine engage le problème de la solidarité. Et la solidarité a une dimension qui est non seulement synchronique, mais diachronique. Et parmi les aspects de la dimension diachronique, il y a évidemment le rapport entre les générations. Cette question peut être abordée de différents points de vue, et aujourd'hui on entendra confronter le point de vue de la sociologie et de la philosophie normative. Cédric Rio, que nous entendrons en premier, c'est ça ? Oui. Est postdoctorant en philosophie au centre Maurice Halbwachs. Il a écrit une thèse en philosophie parue sous le titre de Justice sociale et génération, pourquoi et comment transmettre un monde plus juste, paru aux presses universitaires de Rennes en 2015. Et le problème de la justice sociale et des générations est posé à travers un socle de formulation rawlsienne qui implique un cadre libéral et un questionnement sur l'équité dans la répartition des ressources. J'aurais plus de mal à caractériser la démarche de Camille Penier, mais en tout cas celle de Cédric, je peux. Il faut signaler entre autres également un de tes articles qui est intitulé « Préférer le présent pour mieux concilier justice sociale au sein et entre les générations » qui est paru dans la revue de philosophie économique en 2015. Et ton exposé s'intitule « Solidarité intergénérationnelle, héritage et justice intragénérationnelle ». Je présente Camille Penier avant de donner la parole. Camille Penier est sociologue, maître de conférences à l'université de Paris 8. Il consacre ses recherches à la question des inégalités et de la mobilité sociale, à celle du déclassement, et il se penche à partir de ses questionnements sur l'école et la jeunesse. Alors, il a écrit notamment 2 ouvrages, Le déclassement, paru chez Grasset en 2009, et Le destin au berceau, Inégalité et reproduction sociale, paru chez Seuil en 2013. Il faut mentionner également un article de 2013, publié dans la Revue française de sociologie, écrit avec Cécile Van de Velde et intitulé « Repenser les inégalités entre les générations ». Voilà, on est heureux de vous écouter. Je passe la parole à Cédric. Merci. Alors, je remercie pas de l'invitation parce que je me suis un peu invité, mais merci tout de même d'être là. Donc, en fait, l'objectif général de la présentation, ça va être de spécifier un peu à grands traits comment on perçoit l'héritage au sein des théories de la justice entre les générations. Vous allez voir que en fait, ça permet d'attaquer ce terme, ce concept, dans un angle assez spécifique et qui me semble plutôt intéressant pour en discuter par la suite. Alors, l'objectif de la justice entre les générations globale est de définir dans une perspective normative des principes de juste distribution qui devraient être mis en œuvre par des institutions entre les membres de générations distinctes. Donc par génération, en fait, on entend, je vais entendre dans cette présentation des groupes d'individus nés à des périodes distinctes, ce qui signifie qu'on peut caractériser des classes d'âge différentes qui vivent durant une même période. Et puis on peut aussi prendre en compte des cohortes d'individus qui ne vivent pas à la même période, qui vivent dans des périodes différentes. Donc dans ce cadre-là, on va opposer les vivants avec des générations futures, donc des individus qui ne sont pas encore nés, en fait. On a les deux aspects. Et au sein des théories éthiques contemporaines, donc, que sont le libertarisme, le libéral-égalitarisme, l'utilitarisme, le marxisme, en fait on présuppose généralement une absence de rétroactivité dans les relations entre générations. Donc ça c'est vraiment dans les théories éthiques de manière très précise. Donc c'est évidemment une abstraction théorique, c'est-à-dire qu'on met complètement de côté les solidarités qui peuvent exister au sein des familles par exemple, et donc qui vont des vieilles générations, enfin plutôt des jeunes générations aux vieilles générations pour aller vite. Et donc on suppose ça, notamment sur le long terme, en raison de ce principe qui veut que, en raison de l'irréversibilité temporelle, les individus qui sont aujourd'hui décédés, on ne peut plus rien pour ces individus-là. Donc vivant, on ne peut plus rien pour ces individus décédés. Et donc, en fait, tout le questionnement va être donc non seulement de justifier une responsabilité morale des vivants pour les individus futurs, notamment pour ceux qui n'existent pas, et puis évidemment de déterminer ce que ça implique en termes de devoir moral, c'est-à-dire quels efforts les vivants sont censés produire pour ces individus futurs. Et donc, si on veut résumer un peu à grands traits, quel monde on est censé leur transmettre, quelle société on est censé leur transmettre.
Et donc ce que je vous demanderais pour aujourd'hui, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais ce que je vous demanderais, c'est d'admettre qu'il existe bel et bien une responsabilité morale des vivants pour les individus futurs, même pour ceux qui n'existent pas. Voilà, désolé, je coupe court au débat sur ce point de vue-là. Et alors, donc, je le disais au cours de cette présentation, je vais me focaliser sur la manière spécifique dont on envisage l'héritage au sein des débats donc, sur la justice intergénérationnelle, avec une petite précaution préalable. L'utilisation du terme d'héritage en fait dépasse du coup très largement le cadre juridique ou familial. En fait, par héritage, je vais entendre tout patrimoine légué par une génération ou des individus pris individuellement au sein de la génération en faveur des générations suivantes ou des membres de ces générations suivantes. C'est évidemment beaucoup plus large. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'héritage, bien entendu, est omniprésent au sein des théories de la justice, puisque un des premiers aspects, donc, c'est de déterminer quel est l'héritage finalement qu'on doit transmettre en tant que vivant aux individus futurs. Donc ça va être dans une première partie, je vais un peu caractériser deux approches générales que sont le libertarisme et le libéral-égalitarisme de ce point de vue-là. Et puis, ce qui est peut-être plus intéressant, enfin plus spécifique, alors c'est des débats dont on a déjà discuté avec Pierre, notamment ici présent, Pierre Catois ici présent, c'est finalement de déterminer quelle vision on peut avoir d'héritage du point de vue du bénéficiaire de l'héritage. C'est-à-dire du point de vue des générations futures, des générations vivantes, enfin des générations que nous représentons qui étaient des générations futures que des générations passées. Un des premiers points, en fait, c'est l'idée que finalement, donc selon l'application d'un principe de réciprocité descendante, indirecte descendante, l'idée est que finalement la réception d'un héritage oblige. Et donc il constitue de fait la reconnaissance d'un bénéfice qui oblige à participer à la coopération sociale sur le long terme entre les générations, à la solidarité intergénérationnelle. Et un dernier point, alors qui en fait n'est pas réellement discuté, je trouve, n'est réellement questionné par les théories de la justice entre les générations, c'est effectivement, évidemment, l'accès au sein des générations à l'héritage constitué. Et donc, de fait, les disparités qu'on peut rencontrer au sein des générations dans l'accès à l'héritage constitué de génération en génération. Et plus spécifiquement, j'aimerais en fait défendre une thèse que je défends dans mon livre et dans l'article mentionné gentiment par Gabriel, qui est en fait, il est nécessaire pour garantir une égalité dans l'accès à l'héritage, et bien d'accorder une priorité sociale en faveur des plus démunis d'aujourd'hui. Donc d'instaurer au sein d'une théorie de la justice entre les générations des principes de justice intragénérationnelle. Donc ça est très abstrait, mais je vais essayer de faire en sorte que ça le soit moins pour vous à la fin de cette présentation. Alors, premier point, donc finalement l'héritage du point de vue du donataire. Donc quel héritage les vivants sont-ils censés transmettre aux individus futurs? Et donc je le disais, il y a alors ils ne sont pas les seuls, mais deux théories de la justice me semblent emblématiques dans la mesure où elles permettent d'opposer certains principes importants, donc les perspectives libertariennes et la perspective libérale égalitariste, défendue notamment par Rawls ou plus récemment par Axel Gossery et puis plus simplement par moi-même. Alors, les libertariens, donc c'est un principe éthique qu'ils mettent en avant, s'accordent autour de l'idée selon laquelle des institutions doivent garantir à chacun le respect de la propriété de soi. Donc, autrement dit, chacun doit être propriétaire de soi-même, ce qui implique en fait un devoir de non-interférence à l'égard d'autrui. C'est-à-dire que pour garantir cette propriété de soi, je ne dois pas aller à l'encontre des décisions qui pourraient être prises unilatéralement par les individus, pour aller très très vite. Et notamment, du coup, on ne peut pas obliger des personnes, en théorie, à consentir à une coopération sociale, par exemple. Et alors, dans un cadre intergénérationnel, là aussi, donc ça implique un devoir négatif de non-interférence à l'égard de la génération suivante, et donc qui est construit en fait à l'appui de la clause lockéenne, qu'on appelle la clause lockéenne, selon laquelle, l'appropriation d'un bien va être légitime, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d'aussi bonne qualité. Donc en fait, on va mettre en avant un critère d'équivalence, si on veut aller un peu plus vite. Et donc, les générations successives, donc les vivants qui se succèdent sur Terre, sont censés transmettre à la génération suivante un patrimoine équivalent
à celui dont ces générations ont hérité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il faut évidemment préciser une telle perspective, puisque d'abord, différentes interprétations peuvent être défendues de ce terme d'équivalence, et du coup de points d'équivalence dont il faut tenir compte. Eh bien, tout simplement, s'agit-il d'un état du monde équivalent à celui dont a bénéficié la première génération sur Terre, ce qui impliquerait finalement une responsabilité morale assez faible à l'égard des individus futurs, ou bien faut-il prendre en compte l'état du monde hérité de la génération précédente? Alors, je vais pas détailler ça ici, mais tout simplement d'indiquer que la perspective la plus ambitieuse, finalement, dans ce cadre-là, consiste à défendre eh bien qu'il convient de préserver et donc de transmettre un legs équivalent à ce qui a été hérité de la génération précédente, ce qui implique finalement de conserver non seulement un environnement naturel qui serait préservé de l'activité humaine, mais aussi eh bien, de conserver le progrès technique, l'accumulation du savoir qui aurait pu être occasionné par la succession des générations. Et donc dans ce cadre, le principe qu'on peut retenir, c'est que les générations successives ont la possibilité d'améliorer ce legs, s'ils le souhaitent, en faveur des générations suivantes, mais rien ne peut les obliger à le faire. Et donc cette conception de la justice entre les générations, elle est défendue par exemple par Hillel Steiner et Peter Valentine, donc qui sont des libertariens de gauche en l'occurrence. Et alors, un autre point qui est important aussi dans ce cadre-là, c'est qu'il faut préciser le contenu de l'héritage à transmettre. On peut considérer, à juste titre, qu'il est impossible de transmettre exactement ce dont on a hérité. C'est-à-dire que dans la mesure où des ressources dont on dispose, en fait on en a besoin de fait même pour vivre, il s'agit par exemple de consommer de l'eau, consommer des ressources naturelles non renouvelables telles que le pétrole, etc. On ne peut pas, en fait, parce qu'on a besoin de ces ressources, on ne peut pas transmettre un legs tout à fait équivalent en termes de contenu. Donc il s'agit de déterminer quelles ressources peuvent être substituées à telle ressource. Voilà, c'est des questionnements qu'il y a notamment en suivant les travaux de Brian Norton sur la substituabilité et sur l'idée de durabilité forte. Donc je laisse de côté ce point également, mais c'était juste pour préciser un peu les caractéristiques générales de cette approche libertarienne. Et donc, comment est-ce que, selon eux, voilà, quel héritage on est censé transmettre aux générations suivantes. Et alors, pour ce qui concerne cette fois-ci l'approche libérale égalitariste, eh bien, là l'idée, donc là aussi on va appliquer au cadre intergénérationnel des principes fondamentaux plus généraux. Donc, le principe fondamental qui est mis en avant dans cette approche, c'est qu'il convient donc que les institutions doivent faire en sorte de garantir un respect individuel à la liberté, pour aller très très vite, donc de garantir des droits fondamentaux à la liberté. Et donc dans un cadre intergénérationnel, l'exigence est plus importante qu'au sein du libertarisme, puisque dans ce cadre, on ne peut pas se contenter de préserver ce qui a été réalisé, mais il importe en fait d'accroître, d'améliorer l'héritage perçu. En ce sens, il convient de constituer des institutions qui vont permettre de garantir la liberté individuelle. Et donc, de fait, l'épargne va être considérée comme nécessaire pour constituer ces institutions, quitte même à mettre de côté des principes de justice égalitariste intragénérationnels, au moins provisoirement, au nom de cette épargne positive à constituer sur le long terme. Alors je précise rapidement, c'est un modèle de temps avec donc en fait d'abord on autorise une phase d'accumulation, donc il y a une épargne positive dans ce cadre-là, et puis une fois que le seuil est constitué, une fois que les institutions de base sont constituées, et bien là la contrainte, la demande morale va être simplement de préserver ces institutions pour les transmettre aux générations suivantes. Ce qu'on peut appeler une phase de croisière. Donc évidemment, la finalité précise qu'on va attribuer à cette chaîne de coopération sur le long terme va dépendre de la définition qu'on a de la liberté. C'est-à-dire que si on se contente d'une liberté dans le sens formel du terme, où il s'agira seulement de garantir des droits fondamentaux de liberté d'expression, liberté de religion, etc., les institutions vont être évidemment moins fournies. Par contre, si on veut
défendre une liberté dans un sens plus substantiel, donc en garantissant des droits sociaux, et bien là on peut tout à fait exiger dans ce cadre de constituer des systèmes de protection sociale, un accès à l'éducation pour tous, un système d'éducation, etc., etc. Enfin, on peut aller assez loin dans ce cadre-là. Enfin, il me semble en tout cas, c'est ce que je défends encore une fois très humblement. Et au-delà de cette idée donc de construire des institutions de base, un des intérêts pour moi de cette approche libérale égalitariste, c'est qu'elle permet de penser une répartition équitable des efforts entre générations et au sein des générations. Et en fait, le principe est le suivant, c'est que plus l'héritage perçu va être important, en fait on peut le dire un peu différemment, c'est-à-dire plus la société dans laquelle on vit est développée, et donc plus elle est proche de la finalité de la chaîne de coopération, plus on est censé contribuer à cette chaîne, plus on est censé contribuer produire d'efforts. Ce qui veut dire que les premières générations font finalement très peu d'efforts pour ce cas-là, alors que les dernières, dans la phase d'accumulation, doivent contribuer davantage à la coopération. Et c'est le cas aussi au sein des générations, où du coup les plus riches, pour aller très vite, vont devoir contribuer davantage que les plus pauvres. Voilà, c'est l'idée un peu générale. Bon, voilà, là l'idée aussi c'était juste peut-être de rappeler un peu d'indiquer quelles sont les différentes caractéristiques de ces théories de la justice entre les générations. Ce qui va être peut-être plus intéressant, plus original dans ce cadre-là, ça va être de s'intéresser donc deuxième point, à l'héritage du point de vue du bénéficiaire, et éventuellement du bénéficiaire potentiel. Alors, du coup, dans un premier temps, j'aimerais discuter de l'idée selon laquelle percevoir un héritage oblige. Et ensuite, je reviendrai donc à l'accès à cet héritage au sein des différentes générations. Alors, en quoi l'héritage perçu oblige ? En fait, c'est plus explicite chez les libéraux égalitaristes, mais c'est également présent chez les libertariens. Il y a cette idée, finalement, que la responsabilité morale des vivants va être justifiée en raison du fait que les générations d'avant, en fait, ont participé à l'effort collectif. Il y a cette idée qu'en fait, on est censé agir pour les individus futurs parce qu'on hérite des efforts qui ont été consentis par les générations d'avant. Alors, c'est pour des raisons différentes, et ce que je voudrais tout simplement indiquer, c'est que l'approche libertarienne permet peut-être, la conception libertarienne de l'héritage permet peut-être de répondre à une objection qui est faite aux libéraux égalitaristes, à l'appui de l'objection du don, précisément. Alors, donc l'idée du côté des libéraux égalitaristes est de dire que donc l'héritage perçu constitue une justification donc de la responsabilité morale avec l'application d'un principe de réciprocité indirecte descendante, je le disais tout à l'heure. Donc selon ce principe, eh bien on estime qu'une génération doit agir pour la génération suivante parce qu'elle bénéficie des efforts consentis par la génération précédente. Donc cette idée de principe de réciprocité dans le sens où en fait on agit parce que on a bénéficié des efforts d'autrui. On agit pour quelqu'un qu'on a bénéficié des efforts d'autrui. Et donc je l'ai dit, non seulement cette idée va venir justifier la responsabilité morale, mais en plus va permettre de préciser les modalités de la coopération. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est plus l'héritage est positif, disons, plus on est censé contribuer à la coopération intergénérationnelle, et inversement, moins c'est le cas, moins on a à le faire. Et alors, un tel principe pose malgré tout un certain nombre de problèmes théoriques importants, qui fait que finalement on va devoir renoncer à utiliser seulement ce seul principe pour justifier notre responsabilité morale, ça je laisse ça de côté. Mais voilà, c'est un problème théorique important qui est formulé par l'objection du don. Et en fait il m'intéresse parce qu'il met finalement à mal le lien de causalité qui a été construit entre le fait de recevoir quelque chose et l'obligation de rendre, finalement. Et ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'une telle obligation de rendre est légitime lorsque nous n'avons pas consenti à recevoir un présent ou les fruits d'une coopération. En fait, ce problème du consentement me paraît tout particulièrement au sein d'une relation entre générations qui n'évolue pas à la même période, puisque effectivement les bénéfices que nous avons reçus, nous n'avons pas pu non seulement les exiger, mais en plus y consentir, parce que ça a été effectué avant même notre naissance. Et donc la question c'est pourquoi dès lors serions-nous obligés de poursuivre cette chaîne de coopération alors même que nous n'avons rien demandé. Et donc cette objection du don elle est formulée par Brian Berry mais aussi par Robert Nozick
Dans ces termes, donc Robert Nozick dans ces termes, eh bien, je cite, le fait que nous soyons partiellement des produits sociaux, en ceci que nous bénéficions de modèles d'une longue série de gens oubliés depuis longtemps, formes comprenant des institutions, des façons de faire les choses, enfin un langage, ne crée pas en nous une dette flottante générale que la société actuelle peut saisir et utiliser comme il lui plaira. Donc, encore une fois, un tel argument finalement discute, contredit le lien de causalité qu'on peut faire entre le fait de recevoir et l'obligation d'agir pour les générations suivantes. Et donc un tel principe, un tel argument va aussi à l'encontre d'une conception solidariste de la société qui met en avant le fait que nous naissons endettés et que nous devons agir pour la société parce que précisément nous recevons nous bénéficions des efforts consentis par la coopération passée. Et donc, je ne veux pas ici essayer de mettre en avant telle ou telle conception, et donc de choisir entre telle ou telle conception de la société et du lien qui peut unir l'individu à la société et puis les efforts qui ont été consentis par le passé, mais je voudrais m'appuyer sur une réponse qu'on pourrait faire à l'appui, donc m'appuyer à l'appui de la théorie libertarienne, et plus particulièrement d'une approche libertarienne de gauche. Donc, voilà, je vais appuyer sur la deuxième conception que j'ai mis en avant tout à l'heure. En fait, pour ces derniers, pour les libertariens de gauche, eh bien, même si c'est pas vraiment explicité comme tel, mais je crois qu'on peut l'interpréter comme ça, c'est finalement en raison du statut spécifique de l'héritage perçu du passé que les vivants sont censés agir pour les individus futurs. En fait, pour ces derniers, donc ils ont une conception assez spécifique des ressources non appropriées, qui est différente des libertariens de droite, par exemple, puisqu'en fait ils considèrent qu'une ressource non appropriée appartient à tout le monde. Alors que les libertariens de droite vont considérer qu'une ressource non appropriée n'appartient à personne. Et en fait, cela induit des conceptions très différentes en termes de compensation à produire avec les autres membres d'une société. Si on considère qu'une ressource qui n'appartenait qui avant appropriation appartenait à tout le monde, eh bien nécessairement ça implique une compensation pour respecter un principe de non-interférence à l'égard d'autrui. Pour les libertariens de droite, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on considère qu'une ressource n'appartenait à personne, lorsque je me l'approprie, je n'ai pas de compte à rendre finalement. Donc vous voyez que cette dimension a finalement des implications assez importantes. Et donc l'idée ici, dans un cadre intergénérationnel, serait de dire que finalement, puisque les ressources que je m'approprie, que j'utilise, disons peut-être dans un terme un peu plus précis, appartenaient à tout le monde, lorsque j'en ai hérité, il va de soi que je me dois, une fois usé, je me dois de compenser cette utilisation des ressources. Et je me dois du coup de rendre ces ressources aux générations suivantes. Et donc en fait, cet argument-là, il est assez proche d'un argument développé par Axel Gossery à l'appui de ce qu'il appelle le proverbe indien, qui dit la chose suivante: traitez bien la terre. Elle ne vous fut pas donnée par vos parents, elle vous fut prêtée par vos enfants. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Ce qui signifie bien que, voilà, en fait, c'est là où, comment on pourrait dire, en fait, on interprète vraiment différemment la question du rapport à la ressource naturelle et puis la question de l'appropriation. C'est-à-dire que là, en fait, quand on s'approprie des choses, finalement, dans ce cadre-là, eh bien, il s'agit non pas d'acquérir des biens et de les rendre privés finalement, mais en fait on ne fait que les emprunter. Et donc l'idée c'est que lorsqu'on les utilise, il est de notre devoir du coup de rendre ce que nous avons utilisé, donc de rendre éventuellement en proposant des ressources équivalentes. Dans l'idée toujours qu'on ne peut pas rendre un héritage strictement équivalent en termes de contenu. Et donc voilà, encore une fois, l'idée c'est que nous ne sommes pas les propriétaires de cet héritage. C'est là où ça peut être intéressant c'est là où ça va être intéressant de comparer les deux approches. Nous ne sommes pas propriétaires d'un héritage, nous ne sommes pas les propriétaires, il n'y a pas de transmission finalement de propriété sur un bien, mais il y a bien en fait des générations qui se succèdent et qui empruntent ces ressources. À aucun moment on est propriétaire réellement de ces ressources. Ouais, donc du coup je crois que cet élément-là peut permettre de répondre à l'obligation du don, dans le sens où ces ressources dont on vient des biens privés, mais des biens finalement qu'on pourrait appeler des biens communs, même si je ne me risquerai pas trop dans ce cadre-là, mais voilà, avec cette idée que, encore une fois, on n'est pas propriétaire de la ressource, mais on est seulement des emprunteurs, des usufruitiers, si on peut dire aussi. Alors, dernier point de la présentation, donc sur l'accès à l'héritage au sein des différentes générations.
Et donc ce que je voudrais, juste pour finir, alors je vais le faire rapidement, donc j'espère que je vais être suffisamment clair et précis, et finalement c'est d'évoquer une thèse spécifique que je défends, à savoir l'idée selon laquelle il faudrait introduire des principes de justice intragénérationnelle au sein d'une perspective intergénérationnelle, au sein d'une théorie de la justice entre générations, et plus exactement d'accorder une priorité sociale à l'amélioration du sort des plus démunis d'aujourd'hui. Et précisément, un des arguments pour défendre cette thèse est de dire que une telle instauration, une telle priorité accordée aux plus démunis d'aujourd'hui permettrait de limiter un phénomène de reproduction des inégalités. Alors, donc j'ai indiqué rapidement tout à l'heure, finalement, la justice intergénérationnelle se préoccupe avant tout donc de principes de distribution entre générations et très peu, effectivement, parce que c'est pas son cadre d'analyse, très peu des principes de justice au sein des générations. Alors, il me semble que l'approche libéral-égalitariste est quand même plus intéressante parce qu'elle se préoccupe en partie des disparités en proposant donc des contributions modulables selon l'héritage perçu. Donc là, du coup, il y a quand même une conception un peu égalitariste intragénérationnelle dans ce cadre-là. Et puis en plus, on peut, je crois, et c'est ce que je défends en tout cas, on peut considérer que l'objectif, la responsabilité morale des vivants envers les individus futurs, enfin la génération suivante, va être de constituer un seuil minimal qui va permettre de garantir à tout le monde un certain nombre de libertés individuelles. Donc dans ce cadre-là, c'est aussi une préoccupation qui se veut égalitariste dans un cadre intragénérationnel. Mais je pense qu'il convient d'aller plus loin en fait que cette approche libéral-égalitariste, qui finalement s'intéresse donc qui va s'intéresser à un partage équitable des efforts, mais assez peu à la question de savoir qui peut bénéficier des bénéfices de la coopération intergénérationnelle. En fait, la plupart des théoriciens dont les libéraux-égalitaristes, vont s'opposer à mon idée, donc d'accorder une priorité sociale aux plus démunis d'aujourd'hui, en fait, au nom notamment d'un principe d'impartialité entre les générations. En fait, on va considérer qu'il est injuste d'accorder la priorité à tels individus en raison de leur position temporelle, parce que précisément il va à l'encontre d'un principe d'impartialité, et en fait on présuppose le fait que, en donnant une telle priorité, ça irait à l'encontre des générations suivantes, et des membres des générations suivantes. Donc non seulement c'est à la compte de cette impartialité, mais qu'en plus ce serait injuste pour ces individus-là, puisque dans ce cadre-là, l'idée ce serait que, enfin c'est ce qu'ils défendent en tout cas, que en accordant la priorité aux individus, enfin aux vivants, on exclut de fait les individus futurs d'une part des bénéfices de la coopération intergénérationnelle. Et donc pour moi, je vais être assez rapide, mais pour moi en fait cette idée que les intérêts des générations sont strictement opposés est erronée en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que les intérêts peuvent être complémentaires. Alors effectivement, si on met en avant l'idée, donc le fait qu'il y ait un certain nombre de dettes dont on va hériter du passé, donc des dettes, si on regarde la dégradation de l'environnement naturel, on regarde des difficultés à financer un système de protection sociale, etc. Voilà, il y a un certain nombre de difficultés qui existent aujourd'hui parce que les générations d'avant n'ont peut-être pas fait ce qu'elles avaient à faire dans un cadre idéal de solidarité intergénérationnelle. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on peut considérer que les intérêts peuvent être antagonistes. Mais on peut aussi estimer, en fait c'est un peu l'idée que je mettais en avant tout à l'heure, c'est que dans le cas dans l'idée d'une coopération intergénérationnelle, l'héritage est aussi positif, puisque on bénéficie d'institutions, on bénéficie aussi, même si on a des difficultés à le financer, les générations d'avant ont constitué malgré tout ces systèmes de protection sociale dont on bénéficie aujourd'hui, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, les efforts consentis par le passé, en fait, et donc leurs intérêts, puisqu'ils avaient intérêt à construire ces institutions, bénéficient également aux générations suivantes. Donc on ne peut pas considérer que les intérêts sont nécessairement antagonistes. Ça, c'est là que je veux venir, c'est à ça que je voulais arriver, pardon. Et alors, mon idée, mon argument, c'est que non seulement une telle priorité pour le social, pour la justice sociale au sein des générations vivantes n'est pas injuste pour les individus futurs, mais cela leur serait bénéfique. Eh bien, notamment parce que cela permettrait donc de limiter le poids de l'origine sociale et géographique, si on veut s'inscrire dans une réflexion globale. Et donc, si tant est qu'on met en avant le fait qu'il est légitime de mettre en place des principes de redistribution intragénérationnels au niveau global. Donc,
encore une fois, si on est d'accord pour dire que les plus riches, les sociétés les plus riches, il est légitime de leur demander de redistribuer une partie de leurs bénéfices aux sociétés les plus pauvres. Donc vraiment de s'inscrire dans un cadre global. Alors, donc très rapidement, donc, on peut considérer effectivement qu'il est juste de faire bénéficier aux vivants, aux plus démunis d'aujourd'hui, donc aux plus démunis d'aujourd'hui parmi la génération vivante, des ressources que seuls les pays riches aujourd'hui ont à disposition. En fait, comme l'indique Brian Berry dans un travail sur l'extinction des ressources naturelles, il serait finalement inéquitable pour les populations les plus démunies dans le monde aujourd'hui que la technologie compensatoire et le capital résultant de la recherche développée au sein des pays développés, au sein des pays riches, pour faire face à l'épuisement des ressources naturelles, soit transmis exclusivement aux générations suivantes des pays riches. En fait, son idée est tout simplement de dire que, on peut considérer qu'il est injuste pour les populations des pays pauvres de ne pas avoir accès à ce progrès technologique finalement pour faire face au dérèglement climatique, par exemple. Et donc, ce que je peux tout simplement indiquer, c'est que si on met en avant seulement un principe de la partialité stricte, de fait, le risque, c'est de mettre de côté, donc en ce qui concerne le bénéfice de la coopération intergénérationnelle, de mettre de côté les populations les plus démunies d'aujourd'hui. Donc, un argument serait de dire, une thèse serait de dire qu'il est nécessaire, du point de vue de la justice intragénérationnelle, de leur permettre de bénéficier également de ce progrès technologique. Et donc, dernier point rapide, ce serait également, je crois, donc de permettre aux populations les plus pauvres de bénéficier de cette accumulation permise au sein des pays développés, donc de bénéficier de cette progrès technologique par exemple, serait bénéfique également pour les générations suivantes des populations actuelles des pays pauvres. Aujourd'hui, alors ça, et Camille va nous le décrire sans doute plus abondamment que moi ici, en fait, en raison des inégalités sociales, donc intragénérationnelles, le fait, donc à l'échelle du monde, le fait d'être citoyen d'un pays riche et non d'un pays pauvre, en fait, pour aller très très vite, préserve de bien des difficultés. Tout simplement, en étant dans tel ou tel pays, on hérite de ce qui a été constitué par les générations passées qui ont évolué. Et donc, pour aller très très vite, quand on est dans un pays riche, on est de fait également déjà riche. Alors dans les pays pauvres, on fait face à des difficultés que ne connaîtront jamais les citoyens de pays riches. Et on peut faire le même constat si on compare les familles dans un cadre national. C'est-à-dire le fait de naître dans une famille riche, là aussi préserve bien des difficultés, notamment dans l'accès à l'éducation, pour l'accès à l'emploi, et puis d'avoir une situation sociale plus intéressante. Voilà, tout simplement, donc là encore, là je m'appuie en fait en partie sur les travaux notamment de Camille Tony, mais de dire que finalement, aujourd'hui, même si c'est moins vrai, c'est moins prédominant qu'il y a 30 ou 40 ans, on observe toujours, dans un pays comme la France, un phénomène de reproduction sociale, qui veut dire que finalement, quand on est dans une famille riche, on a beaucoup plus de chances d'être soi-même riche, voilà, pour aller très très vite. C'est l'idée générale. Et donc, je crois qu'appliquer une priorité sociale pour le présent, donc de favoriser, donc de faire bénéficier en priorité les plus pauvres d'aujourd'hui, les bénéfices, donc de faire bénéficier, faire en sorte que du bénéfice de la coopération intergénérationnelle bénéficie en priorité aux plus pauvres d'aujourd'hui, peut permettre d'agir en amont finalement et de limiter cette reproduction sociale et de limiter le poids de l'origine sociale et géographique si on se situe à un niveau global. Donc là aussi, c'est Brian Berry qui le dit, en fait, toujours dans cet exemple concernant l'extinction des ressources naturelles, c'est-à-dire non seulement permettre aux populations pauvres, non seulement leur permettre de bénéficier des progrès techniques, leur bénéficieraient directement, mais bénéficieraient également leurs enfants dans la mesure où ils hériteraient également de ces progrès techniques. Et donc l'idée générale, c'est que si on instaure une plus grande justice sociale entre les vivants, au sein des générations vivantes, les générations futures en bénéficieront, puisqu'ils bénéficieront d'un monde plus juste, d'où le sous-titre d'ailleurs de mon livre. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été suffisamment clair.